Juste après ma conférence, il y aura la présentation enregistrée de l'une des conceptrices du guide pédagogique qui n'a pas pu être présente, mais qui gentiment a accepté d'enregistrer une dizaine de minutes de son propre ressenti personnel de conceptrice et d'utilisatrice du guide pédagogique. Il s'agit de Nina Layotte. Bonjour, je m'appelle Nina Layotte et je suis une des conceptrices du guide didactique Franc-Mob. Donc déjà, je voulais remercier Christian et Adriane ainsi que l'ambassade de France de m'avoir donné la possibilité donc de participer à ce projet. Et comme je ne peux pas être présente physiquement aujourd'hui, eh bien, je voulais répondre à quelques questions que nous a proposées Christian dans le cadre de la conception du guide Franc-Mob. Alors, ce qui m'a intéressé au départ en termes d'innovation méthodologique, eh bien, c'est déjà la genèse de ce projet, c'est-à-dire que c'est parti d'une réflexion de Adriana Daventure, qui était attachée de coopération pour le français à Rio à l'époque, et qui nous a posé la question, nous en tant que lecteurs de France dans les universités brésiliennes, quels cours nous donnions en fait dans ce cadre, dans les universités brésiliennes. Et c'est vrai qu'en général, notre mission était assez limitée à du français général, tout public. Et c'est vrai que peut-être tout le potentiel que nous aurions pu développer dans les universités n'était pas pris en compte, n'était pas mis en avant. Je pense peut-être parce que il y avait d'autres cours de français, etc., et que nous venions un peu aussi pour représenter le, les cultures francophones, la culture française. Mais en tout cas, il n'y avait pas vraiment de mission spécifique, souvent, si ce n'est que donner des cours de français à un public en général universitaire, sans vraiment d'objectif. Euh, et donc, en fait, c'est vrai que de cette constatation est née la réflexion sur le fait de proposer d'autres types de cours qui soient utiles aux six universités et de créer également une dynamique différente et de donner un sens différent aussi à notre mission en tant que lecteur et de pouvoir aussi mettre en œuvre nos compétences qui étaient des compétences plus spécifiques. Donc ça a été une chose, c'est-à-dire ça a été assez intéressant en termes d'innovation dans ce sens-là, dans la mission du lectorat à l'époque. Euh, une autre, euh, une autre innovation pour moi, ça a été la manière de concevoir les objectifs spécifiques. Donc, quand on est professionnel du FLE, hein, du français comme langue étrangère, on connaît le français sur objectif spécifique, le FOS, et sa sous-catégorie qui est le FOU, le français sur objectif universitaire. Et généralement, le FOU, il est réalisé d'une manière assez spécifique, avec des objectifs donc spécifiques, mais aussi assez limités. C'est-à-dire, par exemple, on va travailler la prise de notes, on va travailler un écrit spécifique. Et finalement, cela n'englobe pas en fait d'autres compétences interactives dans la vie de tous les jours, etc. Parce que c'est pas l'objectif de ces cours, hein, tout simplement. Donc en fait, ça a été aussi de revoir quels objectifs on pouvait penser pour la mobilité. Et peut-être pas forcément toujours les objectifs qui sont plutôt méthodologiques, d'apprendre à rédiger, par exemple, à rédiger un rapport, à présenter un exposé, à prendre des notes. En fait, de penser aussi à d'autres objectifs que pourrait nécessiter une mobilité académique et non seulement la méthodologie universitaire. Donc pour ça, c'était intéressant. Et dans ce sens-là, en fait, comme l'objectif de FranMob, c'est la préparation à la mobilité, qui est un objectif relativement global, c'était intéressant parce que pour travailler cette sensibilisation à la mobilité, nous n'avions pas besoin que les étudiants aient déjà un niveau de français. En fait, on pouvait faire ça dès un niveau A1, ce qui, dans le fou, est un peu plus complexe parce que, par exemple, pour prendre des notes ou pour écrire une dissertation en français,
il est évident que l'étudiant qui va se préparer à ça ne peut pas avoir un niveau A1. Et donc, en fait, là, eh bien, c'était comme peut-être une introduction même à un cours de fou, en fait, qui pourrait se faire plus tard dans l'apprentissage, en tout cas, en commençant déjà à penser à la mobilité. Donc ça, c'était assez novateur parce que on n'attendrait pas d'être à un niveau intermédiaire, on va dire B1, pour commencer à travailler la mobilité. Et ça, pour moi, c'était très novateur parce qu'en général, les étudiants passent par du français général et ensuite ils vont se spécialiser, etc. Alors que là, dès le départ, hein, en fait, c'est le FOSS dans son essence. Hein, dès le départ, l'objectif est spécifique. Et donc, c'est ça que je trouvais intéressant. Global, l'objectif était global et à la fois aussi spécifique. Et donc, cet objectif global, étant assez global, comme je dis, il permettait aussi de s'adapter au contexte universitaire des différentes universitaires ou des instituts fédéraux au Brésil, par exemple, et également au projet de chacun. Et ce qui est très novateur dans ce projet, hein, c'est le fait que l'apprenant étant au cœur de ce processus, c'est lui-même qui va proposer également des pistes d'apprentissage par rapport à son propre projet. Donc, on a vraiment une individualisation des parcours qui souvent peut être complexe à réaliser, etc. Et là, c'était vraiment le cœur de ce qu'on allait concevoir. Donc, c'est ça, au départ, hein, qui m'avait paru novateur, intéressant. Et pour finir, le fait que ce sont les étudiants également qui peuvent apporter du matériel sur lequel ils ont besoin de travailler pour pouvoir préparer leur mobilité. Et que ce soit eux-mêmes qui puissent aussi l'apporter en cours, c'était aussi une des grandes idées, je pense, novatrices de Framob. Alors, donc les deux prochaines questions, je vais les coupler, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pu intégrer euh, dans les cours et dans la conception du guide de, de cette vision novatrice de Framob, et en même temps, quelles ont été les réactions des étudiants, parce que c'est assez lié en fait. Je pense que la chose qui pour moi a été la plus évidente à intégrer, c'est la perspective francophone réelle. Pourquoi je dis réelle? Parce que c'est vrai qu'il y a une tendance hein, dans le fleu actuel d'ouvrir hein, à la francophonie, et c'est très bien. Mais en général, cette ouverture, elle est assez limitée, en fait. On se rend compte qu'il y a vraiment toujours une centration sur la France, en général. Hein. Je ne dis pas qu'il y ait d'autres choses qui existent, qu'il n'y ait pas d'autres choses qui existent, mais en général, on a toujours cette centration sur la France avec quelques touches de francophonie, sans que ce soit totalement intégré, c'est-à-dire que parfois on va parler seulement de la Belgique et après seulement du Canada. Non, en fait, en général, c'est la France et ah, en Belgique c'est comme ça, au Canada c'est comme ça. Et là, en fait, ça a été un défi, un temps très intéressant, de devoir toujours proposer plusieurs versions euh, pour différentes réalités francophones et de voir aussi la diversité des démarches, en fait, en mobilité dans la francophonie. Et je pense que ça a été un défi parce que il fallait toujours, effectivement, penser à ces multiples perspectives multiculturelles, pour le coup, et interculturelles, et à la fois l'intégrer totalement, c'est-à-dire ne pas faire le jeu classique de centrer sur la France et éventuellement, ah ben voilà en Belgique, voilà au Canada. Mais plutôt, en fait, que ce soit une intégration complète. Hein. Et ça, c'est passé effectivement par le travail et la conceptualisation de séquences pédagogiques à partir directement de matériel de la francophonie. Hein, et non plus donner un exemple de la Belgique et du Canada et se centrer sur la France. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était important pour ce projet. Et je pense que c'est quelque chose qui a été assez fait et qui était très utile parce que les étudiants eux-mêmes avaient des projets en francophonie. Donc vraiment ça, hein, comme tout dans Framob, c'est tout à fait adaptable en fonction de nos propres réalités d'enseignement. Si tout le monde va en France, après le projet Framob, il n'y a pas vraiment d'intérêt à cette perspective du Canada. Si tout le monde va au Canada,
peut-être que les autres pays peuvent être moins travaillés. Donc tout ça, ça peut varier en fonction des projets, hein, effectivement. Donc, et en général, cette perspective francophone, elle a assez plu aux étudiants parce qu'en fait, ça leur a montré aussi d'autres possibilités. Les étudiants, ils ont des fois un projet déjà préétabli, des fois aucun. Donc, ça leur a donné des pistes à certains. Et à d'autres, ça leur a changé un petit peu les perspectives. Et ils ont vu qu'ils avaient peut-être d'autres opportunités dans d'autres pays qu'ils n'avaient pas envisagées auparavant. Et aussi, justement, comme les étudiants ont souvent cette curiosité de connaître de nouvelles cultures, ben là, c'est multiplié par tous les pays potentiellement abordables et où il y a des échanges dans leur université. Donc, c'était assez intéressant. Pour ça, je pense que les étudiants ont été assez ouverts à cette perspective plurielle. Pour ce qui est en fait de ce que j'avais dit de la proposition hein, de que ce soit les étudiants aussi qui puissent apporter un matériel à travailler en cours, je pense que ça a été la chose la plus dure à intégrer. Alors déjà dans le guide didactique en soi, c'est difficile à intégrer. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on propose des exemples. Donc forcément, cette partie documentaire où les étudiants vont apporter leurs documents, elle est plus difficile à montrer dans le guide parce que, étant un guide, nos exemples sont préparés. Mais effectivement, même au sein de cours, c'est assez complexe. Parce que déjà, ça dépend des cultures hein, d'apprentissage des apprenants. Mais c'est quelque chose auquel les apprenants sont très rarement habitués. En fait, qu'on leur dise, ah bon, ben, la thématique du cours, ça va être louer un appartement, chercher dans tous les pays possibles, francophones, ou par groupe en Belgique, au Canada, en France, etc. Et, faites un bilan de ce que vous avez trouvé. Donc, en fait, ça a été assez compliqué. Souvent, les premières fois où j'ai demandé ça, c'est-à-dire directement comme ça, chercher, ou alors les étudiants n'ont pas cherché quand c'était un travail à la maison, hein, ils attendaient qu'on puisse le faire en cours quand même, ou alors c'était assez limité, quoi, leur recherche. Donc en fait, je pense que cette partie-là, et c'est ce qu'on a, je pense, essayé de montrer dans le guide, elle est assez progressive en fait, hein. Je pense que c'est assez complexe que ça se fasse directement dès le départ, complètement en autonomie, mais plutôt au fur et à mesure de proposer donc au début beaucoup de pistes, c'est-à-dire peut-être proposer 3 ou 4 liens vers des sites directement orientés vers la question qui se pose, et au fur et à mesure proposer de moins en moins de pistes et que ce soit les étudiants, hein, les apprenants qui proposent leurs propres pistes. Mais je pense que ça demande aussi un apprentissage commun, en même temps que l'enseignant apprenne à laisser cette liberté aux apprenants et en même temps que les apprenants apprennent à chercher aussi. Il y a la question aussi de la surdocumentation sur Internet, c'est-à-dire qu'on est dans une ère où ce n'est pas qu'il y a assez d'informations, ni peu d'informations, il y en a trop. Et ce côté de saturation d'informations, saturation médiatique, ça rend le processus un peu plus complexe parce qu'il y a aussi ce côté chercher les bons documents, les documents pertinents, les documents réels. Donc, je pense que c'est un apprentissage à réaliser avec les apprenants au départ pour les rendre de plus en plus autonomes. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne rencontre et de très bons échanges sur FranMob. Merci beaucoup.